Bang, le vaurien devenu empereur. Nous sommes dans un temps où les royaumes s'entretuent, un temps où le pouvoir central n'est que l'ombre de lui-même, et où les ducs aspirent les uns après les autres à être l'hégémon, le bas. Dans une famille paysanne du bourg du Zhongyang, du comté de Pei, la pauvreté va encore être aggravée par la naissance du dernier-né. Nous sommes en Chine, en moins 256. Liu Zija regarde le nourrisson. Il reçoit son sourire comme une bénédiction. Mais son cœur souffre. Une larme coule sur sa joue. Il se tourne vers sa femme, Wang Anchi. Celle-ci lui affiche un visage radieux, comme pour conjurer le sort, comme savent le faire les femmes qui cherchent à ménager celui qui est à la charge de la famille. Nous l'appellerons Ji, et bientôt il t'aidera aux travaux des champs. Le père baisse les yeux, puis il regarde les deux autres enfants qui se tiennent sagement sur le côté. Il leur fait un signe de la tête, et tous les trois sortent en silence, les enfants derrière le père. Jeune, Ji ne fut jamais un fils modèle. La terre ne lui parlait pas, ou plutôt, elle lui parlait trop lentement. Il l'avait en horreur, lui reprochant d'asservir son père telle une bête de somme. Alors, pendant que son père labourait, lui traînait. Il buvait, riait fort, se battait pour rien, ou pour l'honneur, ce qui revient souvent au même quand on n'a rien. Dans le bourg de Pei, on le connaissait, pas comme un homme respectable, mais comme un homme impossible à ignorer. Le destin, parfois, a de l'humour. Le bourgmestre du village voulut profiter et canaliser cette fougue en lui confiant un rôle d'ordre. Chef de patrouille le long de la rivière Si. Lui, le caporal Ji, maintenir l'ordre? N'est-ce pas un coup de pouce absurde du destin? Un jour, il fut envoyé à Xianyang, la capitale des Qin, le cœur du monde. Et là, il vit passer le cortège de Qin Shi Huang. Celui-ci, monté sur un char doré, entouré de bannières qui flottaient au vent comme des flammes, imposait le silence sur une foule impressionnée et craintive. Ji regardait l'arrogant cortège et s'ébahit. Dans un souffle mêlé d'envie et d'insolence, il lâcha à son camarade. « C'est donc à ça que ressemble un homme puissant !» Ce jour-là, quelque chose se fissura en lui. Ou naquit, c'est selon. Dès lors, mu d'une sorte de revanche à prendre, il se promit que le reste de sa vie allait ressembler à une suite de catastrophes, dont il sortirait toujours debout. La première fut toute de charme. Un magistrat, Lu Shuping, lui donna sa fille Lu Zi en mariage. Elle, derrière une douceur maligne, rêvait d'une destinée impériale, tyrannique et cruelle. Pour sûr, élu de la Vista en misant sur ce bad boy à la jeunesse écarlate.
Should we live on the mirror's other side, so you could feel the truth? Fort de cette introduction dans la bourgeoisie locale, G obtint bientôt une charge plus importante. Le bourgmestre, en manque de personnel, ou voyant en lui un être manipulable pour sa propre promotion, le nomma chef de la sécurité du comté de Peille. Un poste sérieux. Trop sérieux pour lui. Un jour qu'on lui confia une mission simple, mener un convoi de prisonniers à escorter vers le mont Ly, il se plaignit du soleil qui frappait au zénith. Il ne résista pas à la tentation maintes fois éprouvée de s'arrêter dans une auberge pour étancher sa soif. Puis, pris de l'insouciance du téméraire qui ne craint pas les conséquences de ses actes, ou tout simplement parce qu'il avait été saoulé par un aubergiste aguerri par des années de négociations de comptoir, il s'assoupit. À son réveil, le soleil était bas, et des chaînes étaient vides. Quelques prisonniers en avaient profité pour se faire la belle. G regarda les liens brisés, puis l'horizon. Il réfléchit un moment, puis il éclata de rire. Il savait ce qui l'attendait. La loi des Kin ne pardonnait pas. Alors, il prit une décision parfaitement absurde et parfaitement logique. Il ouvrit les cages restantes. Partez, ou suivez-moi. Ce jour-là, le fonctionnaire devint hors-la-loi, et le hors-la-loi, un chef. La troupe de rebelles gagna les collines, puis les bois, puis la vie sauvage. Là, au milieu des brigands, G révéla un talent inattendu. Il savait mener des hommes, pas par la discipline, par autre chose. Une forme de confiance étrange, un mélange de chance, d'audace et de culot. Puis vint l'année -209. Le monde tremblait. La guerre des ducs battait son plein, et l'empereur lui-même rejoignit les dieux cette année-là. Un autre homme, Shen Sheng, suivant un exemple en vogue, refusa lui aussi de mourir pour une faute et choisit, comme Ji, de se rebeller. Mais lui ne se contenta pas de fuir. Chen leva une armée et proclama « Les rois et les généraux ont-ils du sang différent du nôtre ?» Cette phrase traversa la Chine comme un éclair, et Ji la reçut comme une invitation. Le monde des Qin n'était pas éternel, il suffisait de pousser. À Pei, le magistrat hésitait. Se soumettre ou se promouvoir en rejoignant la tempête. Deux de ces hommes, Xiao He et Cao Can, eurent une idée simple, faire appel à Ji. La suite ressemble à une farce tragique. Le magistrat se révéla pleutre et changea d'avis. Il fit fermer les portes de la ville et décida d'exécuter ses propres conseillers. Xiao Yi et Cao Can ne se sentaient rien à craindre d'un traître bouffonnant et s'enfuirent. Promptement, en sautant des murs, ils rejoignirent Ji. Et narguant les piètres murailles, ils envoyaient des messages attachés à des flèches tirées dans la ville. À l'intérieur, les habitants lisent, hésitent, puis choisissent. Ils ouvrent les portes et tuent le magistrat. Ainsi naquit le duc de Pei, pas par naissance, par accident et par opportunité. Ji se rebaptisa lui-même Bang
et dès lors on l'appela Liu Bang. L'année suivante, en l'an -208, le petit duc de Pei n'était déjà plus un simple chef de bande. Le soulèvement avait grandi, changé d'échelle, pris cette allure des incendies que nul n'allume vraiment, mais que tout le monde alimente. Le royaume insurgé de Zhangshu fut absorbé par Yang Liang, grand seigneur de Shu, homme de guerre et meneur du vaste soulèvement qui gagnait maintenant Zhao, Wei, Qi et Yan. Liu Bang, qui n'était encore qu'un ambitieux sorti de la boue, devint son subordonné. Cela ne le gênait guère. Les hommes comme lui acceptent très bien de marcher derrière un autre, tant qu'ils pressentent qu'un jour la route pourra tourner. Autour de lui, déjà, la légende se mettait au travail. Et la légende est souvent la première armée des conquérants. On racontait qu'un jour, Liu Bang avait abattu un grand serpent blanc qui barrait le passage à des hommes. La nuit suivante, disait-on, une femme en pleurs était apparue dans un songe. Elle se lamentait. Son fils, l'empereur blanc, venait d'être tué par l'empereur rouge. La fable était commode. Elle sentait la prophétie fabriquée à la hâte, le mensonge utile, l'oracle sur mesure. Mais qu'importe. Dans les temps troublés, les hommes ne demandent pas toujours que l'histoire soit vraie, ils veulent surtout qu'elle soit grande. Et Liu Bang comprit très tôt cette chose essentielle. Il faut parfois laisser les autres broder autour de votre nom, pourvu qu'ils le fassent trembler. Puis Xiang Liang mourut, comme meurent souvent les chefs de guerre. Trop vite pour leurs rêves, trop tôt pour leurs partisans, mais jamais au bon moment. À sa place s'éleva le roi Huai de Chu. Il redistribua les titres, les honneurs, les espoirs. Yang Yu, le neveu du défunt, reçut une dignité éclatante. Liu Bang, lui, fut fait marquis de Wan. Le roi promit alors Guanzong, le vieux berceau des Qin, la riche plaine du Shaanxi, le cœur même de l'empire ennemi, à celui qui entrerait le premier. La promesse était splendide. Elle avait le goût des récompenses antiques, une terre, un nom et presque un destin. Xiang Yu, lui, affrontait le gros des forces Qin dans le fracas des grandes batailles. Liu Bang reçut l'autre voie, la route plus discrète, moins glorieuse en apparence, mais plus directe vers la proie. C'était tout lui. Il avançait moins comme un héros que comme l'eau. Il ne frappait pas toujours le plus fort. Il passait là où ça cédait. Le dernier souverain Qin, Ziying, finit par se rendre. Alors Liu Bang entra dans la capitale. Il entra dans Xianyang, non comme un prince raffiné, non comme le fils légitime d'une lignée antique, mais comme un homme que rien au départ ne destinait à fouler les dalles du centre du monde. Le fils du paysan de Zhongyang regardait enfin de son centre la ville des maîtres. L'instant avait quelque chose de vertigineux. Il aurait pu s'y croire arriver. Mais dans l'histoire, il y a des portes qui s'ouvrent juste assez pour vous laisser apercevoir le trône, avant qu'un autre n'entre avec davantage de soldats. Cet autre, c'était Xiang Yu. Xiang Yu était tout ce que Liu Bang n'était pas. Il avait l'éclat, la noblesse, la stature héroïque, la force d'un homme né pour renverser des murailles. Là où Liu Bang sentait la poussière, l'auberge et le mauvais vin,
Xiangyu portait déjà sur lui quelque chose des tragédies. Les chroniqueurs l'ont peint superbe. Le théâtre en a fait presque un demi-dieu. Il faut croire que les perdants magnifiques ont souvent meilleure presse que les vainqueurs efficaces. Xiangyu força Liu Bang à lui céder la capitale. Et déjà, autour du grand seigneur de Shu, certains conseillers murmuraient « Ce rustre a l'air d'un bouffon heureux, mais il est plus dangereux qu'il n'en a l'air. Il faut le supprimer tant qu'il est temps. » Ainsi fut ourdi le fameux banquet de Hongmen. Un banquet, c'est souvent ainsi que la civilisation habille ses tentatives de meurtre. On apporte du vin, de la musique, des sourires, et parfois un poignard derrière le paravent. Liu Bang comprit qu'on voulait sa tête. Il vint pourtant, parce que dans ce genre de partie, l'absence est déjà un aveu. Il but, il parla, il joua l'homme modeste, presque dépassé par les grandeurs du monde. Il courba l'échine, juste ce qu'il fallait. Il eut l'air de n'être qu'un ambitieux provincial, un peu grossier, un peu chanceux, pas tout à fait dangereux. Et Xiangyu hésita. Il avait en face de lui un rival qu'il aurait fallu briser, mais il ne s'y résolut pas. Les uns diront qu'il était noble, les autres qu'il était faible au moment décisif. Les moralistes parleront de grandeur d'âme, les politiques, eux, diront simplement « erreur ». Car la pitié chez les princes coûte souvent plus cher que la cruauté. Liu Bang sortit vivant du banquet, et en quittant Hongmen, il emportait avec lui bien plus que sa tête, il emportait l'avenir. Après la chute des Qing, Xiangyu se posa en maître du partage. Il découpa l'ancien empire en 19 principautés, distribua les terres, donna des titres, reprit des promesses, déplaça des fidélités comme on pousse des pièces sur un plateau. Il se débarrassa du roi Huai de Shu. Et surtout, il ne tint pas parole. Guanzong, promis au premier arrivé, ne revint pas à Liu Bang. Le cœur des Qin fut partagé entre 3 anciens généraux de l'ennemi ralliés à Xiangyu. Zhang Han, Sima Xin et Dong Yi. À Liu Bang, on lui donna la province de Han. Une terre plus lointaine, plus rude, vers le Sichuan, Chongqing et le sud du Shaanxi, avec Hanzhong pour capitale. Autrement dit, on lui offrait un royaume en espérant l'écarter. C'était mal le connaître. Il prit ce qu'on lui donnait comme on prend un couteau provisoire, non pour le contempler, mais pour s'en servir. Très vite, les partages de Xiangyu soulevèrent rancune et révolte. Un homme peut gagner les batailles et perdre les répartitions. C'est même une spécialité de certains conquérants. Tandis que son rival s'épuisait à contenir les soulèvements qu'il avait lui-même engendrés, Liu Bang revint. Il avança de nouveau vers l'ancien centre, puis il porta la guerre jusque sur le territoire de Shu. Dès lors, ce ne fut plus seulement une lutte entre chefs rebelles, ce fut une guerre de monde. D'un côté, Xiangyu, la force, la gloire, l'éclair. De l'autre, Liu Bang, la ruse, la patience, la boue qui s'infiltre partout. La guerre entre Shu et Han dura 5 ans. 5 années de marche, de sièges, de revers, d'alliances, de trahisons, de villes prises et reperdues. 5 années où la Chine apprit à connaître ces 2 hommes comme on connaît 2 saisons ennemies. Liu Bang, pourtant, n'était pas seul. Et c'est ici
qu'il faut lui reconnaître un génie rare. Il savait repérer les hommes utiles. Autour de lui se tenait Xiao He, l'organisateur, Zhang Liang, l'esprit fin, Han Xin, le stratège prodigieux. Là où Zhang Yu brillait par lui-même, Liu Bang s'agrandissait par les autres. Plus tard, il le dira presque avec franchise. Il n'était pas le meilleur en tout, loin de là, mais il savait employer ce qu'il était. C'était une forme d'intelligence que les orgueilleux prennent souvent pour de la médiocrité, avant de se faire battre par elle. Peu à peu, l'avantage changea de camp. Puis vint un accord, comme il en vient toujours quand deux fatigues se font face. On traça une limite. À Liu Bang, l'ouest de la rivière Honggu, à Xiangyu, l'est. Sur le papier, la paix existait. Dans le cœur de Liu Bang, elle n'avait jamais commencé. Il signa comme on referme la main sur une poignée de sable, sans intention de la garder. Car il y avait en lui, au-delà de la bravoure et du culot, cette froideur très particulière des hommes décidés à gagner pour de bon. Il ne s'encombrait pas de scrupules lorsqu'il gênait le résultat. Ce n'était pas un chevalier, c'était pire pour ses ennemis, un réaliste. Et quand Xiang Yu se crut à l'abri, Liu Bang frappa, et ce fut la fin. Le grand seigneur de Shu, le héros superbe, le rival magnifique, comprit que le ciel s'était détourné. Sa concubine, Yu Ji, choisit la mort, et lui aussi se suicida. Ainsi s'acheva l'adversaire le plus noble de Liu Bang. Et comme souvent, la poésie alla vers le vaincu, tandis que l'empire allait aux survivants. Liu Bang avait gagné, ou, pour être plus exact, il avait duré plus longtemps que tous les autres. En moins de 102, il proclama la dynastie Han. L'ancien vaurien de Pei, le buveur, le patrouilleur négligent, le convoyeur endormi, le hors-la-loi des collines, le duc improvisé, le rival humilié au banquet, ce même homme devenait maintenant empereur. Han Gaozu, le haut ancêtre. Ce titre sentait la pierre, le bronze et les générations futures. Il lui allait presque de travers, comme un vêtement impérial jeté sur les épaules d'un homme qui n'avait jamais tout à fait cessé d'être populaire. Mais il le porta, et bientôt, plus personne n'osa sourire. Il établit d'abord sa capitale à Luoyang, puis à Chang'an. Et avec cette audace des fondateurs qui réécrivent en même temps, il fit commencer son règne non au jour de son couronnement, mais plutôt en moins 208, comme si la guerre elle-même n'avait été que l'antichambre légitime de son pouvoir. La Chine sortait d'années de fer, de feu, de réquisition et de famine. Elle n'avait plus besoin d'un conquérant, elle avait besoin d'un réparateur. L'Empire se conquiert à cheval, il ne se gouverne pas à cheval. Il fallait relever les campagnes, rendre souffle au foyer, permettre aux hommes de redevenir autre chose que du bétail fiscal. Liu Bang réduisit donc taxes et corvées. Il encouragea l'agriculture. Il fit libérer ceux qui s'étaient vendus eux-mêmes pour survivre aux années de chaos. Il exempta les anciens soldats de certaines charges. Le geste n'était pas seulement humain, il était politique.
au sens le plus solide du terme. On ne gouverne pas des ruines avec de grands discours. Il faut du grain, des bras, des charrues et des paysans assez vivants pour payer l'impôt demain. En revanche, il se montra bien moins tendre envers les marchands. Ce monde des profiteurs, enrichi dans les interstices des guerres et des régimes, lui inspirait méfiance. Il les frappa de lourdes taxes et limita leur essor. On pourrait dire qu'il n'aimait pas que d'autres s'élèvent aussi vite que lui. Il n'avait pas, par nature, grand respect pour les lettrés. Il devait lui sembler sentir l'encre propre, la manche longue et le mépris social. Tout ce qu'un homme de son espèce apprend tôt à flairer. Il conserva beaucoup de l'armature centralisée des Qin. Il chargea Xiao He de réformer les lois Qin en conservant ce qui fonctionnait. Il laissa mettre en place un nouvel équilibre où la rudesse légiste coexistait encore avec des accents plus confucéens et plus taoïsants. Le lettré Shu Sun-tong régla le protocole de cour, enseignant à l'ancien homme des tavernes la chorégraphie du pouvoir. Comme si la majesté était une discipline qu'on répète. Mais le dehors, lui, demeurait menaçant. Au nord, les Xiongnu formaient une puissance mobile, dure, dangereuse. Liu Bang lança contre eux plusieurs campagnes. Comme beaucoup de souverains sédentaires, avant et après lui, il voulut soumettre les cavaliers de la steppe. Comme beaucoup d'autres, il découvrit que la steppe ne se laisse pas enfermer si facilement. En moins de 100, Habendeng lui-même se retrouva encerclé par Modu et ses cavaliers. L'empereur, qui avait survécu au Qin, à Xiangyu, au complot et au retournement, sentit ce jour-là que la victoire n'est jamais acquise au bord des plaines du Nord. Il fallut négocier autrement. On imagina alors cette politique étrange et cruelle des alliances matrimoniales. Offrir des princesses ou des femmes promues, telles pour la circonstance, afin de faire des chefs nomades, des gendres impérieux. La formule avait quelque chose d'élégant vu de loin. De près, elle avait surtout le goût du sacrifice diplomatique. Des jeunes femmes partaient vers les tentes, vers l'exil, vers un horizon sans retour. La littérature, plus tard, se souviendra d'elle avec plus de tendresse que la raison d'État n'en eut jamais. Et tandis qu'il tenait l'Empire le rongeait à son tour. Sur la fin de sa vie, Liu Bang s'éprit d'une favorite nommée Qi. Passion tardive donc, dangereuse. Les passions des vieillissants ont souvent l'entêtement des braises sous la cendre. Il voulut répudier en influence l'impératrice Lu Zi, retirer à leur fils Liu Ying le titre d'héritier et le transmettre à Rouyi, fils de Dame Qi. Mais cette fois, le vieux renard se heurta à plus tenace que lui. Lu Zi n'était pas femme à se laisser défaire au soir de tant d'années. Elle avait traversé les humiliations, les guerres, les attentes, les promesses et les sangs versés. Elle savait désormais qu'au palais, la douceur n'est qu'un vêtement de cérémonie. Les ministres ne soutinrent pas Liu Bang. Son projet échoua. Et lorsque lui mourait, elle ferait payer l'addition avec cette froideur qui la fera entrer, elle aussi, dans la grande galerie des monstres politiques. 5 ans plus tard, en moins 195, lors d'une campagne contre Yingbu, ancien allié révolté, Liu Bang fut blessé par une flèche. Ce n'était pas une mort glorieuse sur un sommet de victoire, c'était une blessure de plus reçue dans cette interminable habitude de guerre qui avait été toute sa vie. Le corps, à la fin, réclame ce que l'ambition a emprunté. Peu avant cette blessure fatale, il était repassé par Pei, son pays natal. Et là,
dans le comté de ses origines, parmi ceux qui l'avaient connu avant les bannières, avant les titres, avant les courbettes, il offrit un banquet. On imagine la scène, les vieux visages, les souvenirs embarrassés, les verres levés devant celui qui était parti vaurien et revenu maître du monde. Alors, Liu Bang improvisa quelques vers, la chanson du grand vent. Un grand vent se lève, les nuages s'envolent. Maître entre les mers, me voilà de retour chez moi. Où trouverai-je les braves qui garderont les 4 orients? C'était un beau poème de fondateur. Il y a du souffle, de la fatigue, presque un aveu. L'homme qui a tout pris sait déjà qu'il lui faudra d'autres hommes pour garder ce qu'il laisse. Il mourut peu après dans son palais de Chang'an, des suites de sa blessure. Ainsi s'acheva celui qui, né pauvre sous les derniers craquements d'un monde ancien, avait fini par fonder l'une des plus grandes dynasties de la Chine. On l'enterra à Shanglin, près de l'actuel Xianyang. Son fils, Liu Ying, lui succéda sous le nom de Huidi. Mais, à vrai dire, l'héritage de Liu Bang ne tenait pas seulement dans un fils, ni même dans une dynastie. Il tenait dans cette leçon presque scandaleuse pour les nobles de son temps. Qu'un homme mal né, mal tenu, mal poli, buveur, batailleur, médiocre laboureur et remarquable survivant peut, à force de flair, d'audace, de culot et de dureté, prendre l'empire aux héritiers du ciel. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend sa vie si romanesque. Non pas qu'elle soit morale, mais parce qu'elle est terriblement humaine.